Alors, la raison pour, laquelle je me suis intéressée à Eugène Baudouin, Eugène Élie Baudouin, c'est, la découverte d'un article publié dans la revue Urbanisme en 1951 intitulé «Habiter autour d'un jardin: 3 projets, de Eugène Élie Baudouin», qui était mentionné dans l'ouvrage de Jacques Lucan, Architecture en France 1940-2000, Histoire, et théorie. C'est un article qui a, éveillé ma curiosité car il recoupait finalement un intérêt, qui était celui de comprendre comment et pourquoi des bâtiments pouvaient s'organiser autour d'un parc, une thématique que j'avais abordée, dans le cadre de mon mémoire que j'avais réalisé, sous la direction de Michael Darine à, l'école d'architecture de Strasbourg. Donc cet article «Habiter autour d'un jardin» présentait en particulier des illustrations, de la cité Rotterdam construite, à Strasbourg, projet dont j'avais, brièvement entendu parler durant mes études. Alors le nom de Baudouin, il ne m'était pas inconnu, mais il était toujours accolé à celui d'un autre architecte puisque c'était un duo, un couple presque, c'était Eugène Baudouin et Marcel Lotz. Et à cette époque, la réalisation, qui leur était associée, pour moi, c'était l'école de plein air, de Suresnes, qui nous avait été présentée, par Anne-Marie Châtelet, qui avait consacré, un certain nombre de recherches, à, ce sujet. Donc cet article publié dans Urbanisme faisait apparaître que le principe donc d'habiter autour d'un jardin développé par Baudouin, à la cité Rotterdam, il semblait avoir été mis en œuvre dans d'autres opérations de logement collectif et je commençais donc à me demander si on pouvait retrouver une composition similaire, dans des projets, dans d'autres types de projets réalisés, par Baudouin et ce qui m'a aussi, un petit peu surprise finalement quand j'ai découvert cette publication, c'est que le nom de Lodz, n'était pas mentionné alors que pour moi il formait un vrai duo, avec Baudouin. En poursuivant mes 1res recherches, je me suis aperçue que Baudouin n'était pas du tout un inconnu. Élève de Pont-Trémoly, il avait obtenu le Grand Prix de Rome en 1928 et son nom était mentionné dans les principales, histoires de l'architecture française, donc chez Cohen, chez Lucan, chez Monnier et cetera. Il avait été abordé suivant 2 prismes principaux. D'une part, évidemment, au travers de sa collaboration avec Lodz, par Peter Wittenhove, puisque, Peter Wittenhove a consacré, ses travaux de recherche, doctorale à Marcel Lodz et d'autre part, au regard, de son implication dans l'enseignement de l'architecture à Genève. Donc la 2e, chercheuse qui s'est beaucoup intéressée évidemment à Baudouin, c'est Colette, Raphaël qui a réalisé un ouvrage, en 2010 à la suite aussi d'une thèse. Au-delà de ces 2 ouvrages, je vous ai mis quelques exemples, mais plusieurs réalisations de Baudouin avaient déjà été explorées par différents types, de travaux à partir de la fin des années 80, en particulier évidemment les projets construits en collaboration, avec, Marcel Lodz. Ses envois de Rome ainsi que sa production en tant qu'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux avaient également fait l'objet d'articles et la reconstruction de Marseille apparaissait comme une période qui avait cristallisé l'attention de plusieurs chercheurs depuis les années 90 qui portaient une vision quand même assez passionnée, sur, cette histoire. Les projets réalisés après 1940 étaient peu étudiés, hormis, la cité Rotterdam qui était présentée dans les travaux de Daniel Waldman et Bruno Vessière, mais aussi dans des recherches, sur la préfabrication. Baudouin, ayant œuvré pour le compte de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, son nom était aussi présent en pointillé dans l'ouvrage publié par, Paul Landauer, en 2010. Le nom de Baudouin, il est aussi associé à l'opération Maine-Montparnasse, en particulier, la tour. Et le développement de cette opération a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche menés dans des cadres assez différents. Et évidemment, c'est la tour qui cristallise, le plus, les intérêts puisque dès 1978, soit 5 ans après son achèvement, elle est sélectionnée par Michel Tilmont et Jean-Claude Croiset dans leur étude sur les immeubles de, grande hauteur. Le projet a aussi intéressé, Virginie Picon-Lefèvre dans un travail comparatif avec le quartier de la Défense et en 2013, à l'occasion de l'anniversaire de son inauguration, une monographie a été, consacrée à la tour, Montparnasse. Les études menées sur une série d'opérations emblématiques réalisées avant la Seconde Guerre mondiale avaient permis finalement d'en cerner les principales caractéristiques, faisant apparaître Baudouin et Lodz en quelque sorte comme des héros de l'architecture, de l'entre-deux-guerres. Par la suite, les occurrences à Baudouin sont nombreuses, mais elles se concentrent sur la cité Rotterdam qui est étudiée au regard de son ambitieux, programme. Les réponses proposées par l'architecte sont finalement peu, analysées
Et les études sur l'opération Maine-Montparnasse s'inscrivent dans une logique similaire. Le nom de Baudouin est d'ailleurs effacé derrière les initiales de l'agence pour l'opération Maine-Montparnasse à qui a été confiée cette opération. Donc toutes ces recherches permettaient de comprendre que la production de Baudouin était quantitativement importante, mais elle renvoyait une image assez hétérogène et certains ouvrages méritaient d'être requestionnés car déjà assez anciens. La conception autour du jardin n'était alors absolument pas étudiée. Donc quand j'ai entamé mon travail, mon objectif a été de combler les interstices et de proposer une vision transversale de la trajectoire empruntée par Eugène Baudouin, cet architecte ayant été jusque-là abordé à travers des aspects très spécifiques. Ma volonté, c'était de dessiner un portrait plus complet permettant de restituer l'ensemble de ses activités, car pour moi, un architecte ne se résume pas seulement à ses projets. Je voulais comprendre les réseaux dans lesquels il s'est inséré et faire apparaître les possibles continuités, mais aussi les moments de rupture dans sa production, et ce, en abordant des projets de différentes échelles. La place du jardin, évidemment, me posait question car les projets de logement semblaient entrer en rupture avec les principes mis en œuvre notamment par les architectes qui suivaient les principes de la Charte d'Athènes. Ce jardin occupait-il vraiment un rôle de premier plan, comme le laissait penser l'article de 1951? J'ai donc souhaité faire apparaître quels ont été les apports de Baudouin à l'architecture du XXe siècle en étudiant les objets qu'il a conçus, ainsi que son action dans différents domaines. Alors, afin de mener cette recherche, j'ai choisi de croiser différents types de sources en m'appuyant sur plusieurs archives, des sources imprimées ainsi que des sources orales. Cette méthode croisée avait pour objectif de prendre du recul par rapport aux archives léguées par l'architecte et sa famille, puisque, vous le savez, souvent les architectes ne lèguent pas tout. Ils opèrent une sélection et nous donnent à voir ce qu'ils ont souhaité nous laisser. Dans le cas de Baudouin, ça s'est confirmé puisque dans les 3 fonds principaux qui sont conservés à les cités de l'architecture, des projets emblématiques comme celui de la cité Rotterdam ne sont, pas présents du tout. Donc dès le début de ma recherche, j'ai su qu'il me serait nécessaire de me tourner vers des archives municipales, départementales et nationales pour trouver, d'autres informations. Les sources imprimées tiennent aussi une place importante, dans mon travail car elles permettent notamment d'appréhender, des documents graphiques plus synthétiques, et clairement, datés. Le dépouillement de différentes revues professionnelles m'a permis de retrouver des projets qui n'étaient pas affiliés à Baudouin. Les revues donnent également des indications sur le parcours de l'architecte, sur son implication dans le milieu professionnel, ainsi que sur ses prises de position, car il a écrit, plusieurs articles et il a également exprimé son point de vue dans des articles de presse. J'ai donc souhaité démultiplier les points de vue pour approcher au plus près les pratiques de cet architecte et urbaniste. Évidemment, j'ai consulté une partie des archives léguées par Baudouin, mais mon travail a été brusquement interrompu, non pas par une pandémie, mais par la fermeture du centre d'archives de mai 2018 à janvier 2022, ce qui m'a forcé à rebondir et à donner une place encore plus importante aux autres archives et aux sources imprimées. Donc à partir de ce matériel conséquent, j'ai pu retranscrire les différentes dimensions de la trajectoire professionnelle empruntée par Eugène Baudouin à travers une thèse structurée non pas en partie, mais en 7 chapitres chronothématiques permettant d'articuler le récit biographique à un commentaire de certaines opérations significatives parmi les 230 projets que j'avais repérés, et ce, afin de révéler les singularités de l'itinéraire de cet architecte et urbaniste du XXe siècle. Donc, je vais revenir maintenant sur les principaux apports de ces différents chapitres. Donc, le premier chapitre, il permet tout d'abord de replacer le cadre familial dans lequel Baudouin évolue, ce cadre l'ayant conduit à l'architecture. Je me suis aussi intéressée aux enseignements qu'il a reçus à l'École des Beaux-Arts, où il étudie pendant plus de 10 ans, entre 1917 et 1928, année où il obtient le Grand Prix de Rome. Ce chapitre révèle le poids de la formation et l'importance de plusieurs modèles qui permettent d'expliquer certains choix de Baudouin. En premier lieu, les figures familiales que sont Albert et Léon Baudouin, donc son père et son oncle, qui l'ont guidé vers l'architecture en lui transmettant d'abord un goût pour le chantier, ainsi que le dessin, et plus tard, un carnet de commandes lui permettant, avec Marcel Lotz, bien, de débuter leur carrière commune.
En second lieu, il y a évidemment Emmanuel Pontremoli, Grand Prix de Rome en 1890, figure marquante des beaux-arts. Par sa personnalité et sa pédagogie, Pontremoli a cherché à développer les qualités humaines de ses élèves tout autant que leurs aptitudes personnelles. Il leur a également transmis un certain respect pour le passé. L'atelier Pontremoli constitue aussi un lieu de sociabilité au sein duquel Baudouin et Lodz poursuivent des parcours bien différents, ce qui ne les empêchera pas de s'associer. Le legs de l'architecte Henri Prost est également mis en évidence dans cette première partie, car si Baudouin n'a pas étudié l'urbanisme, discipline alors encore naissante, il l'a pratiqué en faisant partie de l'équipe travaillant sur le plan régional de Paris dans les années 30. Cette sensibilité à la ville et à sa constitution transparaît dans le choix des objets que Baudouin étudie en tant que pensionnaire de la Villa Médicis de 1928 à 1932. L'architecte appréhende par le relevé, par des mises en parallèle de fragments urbains et un travail de restitution, les qualités des espaces de la ville disparant en Iran qu'il va finalement chercher à retrouver dans ses propres opérations. Le second chapitre révèle les réseaux en présence qui ont permis à Baudouin de se faire une place dans ce milieu architectural. Il donne également l'occasion de revenir sur cette collaboration avec Marcel Lotz. La production de Baudouin avant 1940 ayant fait l'objet de différentes recherches, au départ, je souhaitais me concentrer sur celle qui s'était développée après la Seconde Guerre mondiale, inscrivant ainsi cette recherche dans la période des Trente Glorieuses, telle qu'elle a été définie par Jean Fourastier. Mais plusieurs éléments m'ont incité à élargir les bornes chronologiques de cette étude, car cette temporalité m'a semblé trop restrictive et non adaptée à la trajectoire de Baudouin. Si la collaboration avec Lodz a déjà été étudiée, notamment par Peter Utenhove, les projets qui ont été réalisés durant ces 17 années ne peuvent pas être écartés pour la seule raison qu'ils ont été conçus à quatre mains. Ils constituent le point de départ du parcours de Baudouin et à ce titre, ils devaient être mis en perspective dans le panorama global de la production de l'architecte. La dernière partie de ce chapitre s'intéresse à une série de projets qui ont été réalisés par Baudouin en tant qu'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux. Je me suis attachée à démontrer que pour les édifices diplomatiques réalisés hors de France, Baudouin présente une véritable sensibilité à l'environnement dans lequel les projets sont inscrits. Il n'a pas transposé une architecture française, mais il a développé des projets permettant de se protéger de conditions climatiques assez extrêmes, ce qui est quand même assez novateur pour ce type de programme. Le troisième chapitre vise à mettre en lumière l'intérêt que Baudouin porte à l'échelle urbaine. Baudouin a bénéficié d'une formation à l'urbanisme sur le tas, aux côtés de deux praticiens reconnus, ayant eu des formations assez différentes, puisqu'il a travaillé aux côtés de Jean-Claude Nicolas Forestier et Henri Prost, sur des projets inscrits dans des territoires très différents, mais présentant des enjeux similaires. Il a ainsi étudié avec Forestier le plan d'aménagement pour la ville de La Havane, située à Cuba en 1928, donc l'année où il obtient le Grand Prix de Rome. Et avec Prost, je vous l'ai dit, il a mené une réflexion pour l'aménagement de la région parisienne qui a été présentée en 1934. Dans l'intervalle, il a également participé à un important concours visant à déterminer l'emplacement de l'exposition internationale de Paris de 1937. Et il s'est vraiment saisi de cette opportunité pour mener avec Marcel Lodz, son associé, une réflexion à l'échelle métropolitaine. Durant le contexte de la guerre, Baudouin est sollicité pour réaliser en son nom propre plusieurs plans d'aménagement, d'abord à l'étranger, puisque la municipalité de Cape Town en Afrique du Sud le charge en 1940 d'établir un plan pour le quartier du Foreshore. La même année, il est également désigné pour travailler sur les plans de Marseille, puis de Montpellier en 1941. Et pour ces trois projets, Baudouin imagine des dispositifs urbains qui sont très similaires en proposant des compositions monumentales, tout en cherchant à aérer le tissu urbain par le biais de grandes artères. Il démontre aussi la volonté de préserver des éléments historiques qu'il a pu identifier suite à une analyse très fine de ces sites, en particulier à Marseille. Les 4 chapitres suivants traitent de thèmes spécifiques et ils viennent rompre la ligne chronologique. Le chapitre 4 constitue une sorte de rotule
car il met en lumière l'agence que Baudouin a dirigée seul à Paris de décembre 1946 à mai 1981. L'agence m'a semblé être un objet qui méritait une étude à part entière, car elle apporterait des informations sur les conditions de production des projets d'un architecte particulièrement actif. Alors c'est un sujet qui m'intéressait évidemment beaucoup, mais c'est un concours de circonstances qui m'a permis de le développer, puisque des documents administratifs ont été légués en 2019 par la famille de Baudouin. Ces archives sont des documents peu considérés par les architectes, car ce sont des correspondances d'agence et des documents comptables particulièrement fastidieux à dépouiller, je dois le dire. Mais l'analyse de ces documents m'a permis d'approcher au plus près l'agence de Baudouin. L'examen notamment des copies carbone des courriers envoyés par l'agence durant les années 60 fait apparaître une stratégie visant à s'associer à d'autres praticiens de manière ponctuelle ou durable, selon différentes logiques que on ne pouvait pas jusque-là percevoir. Pourtant, tout au long de son parcours, Baudouin a collaboré avec d'autres architectes, son oncle et son père d'abord, puis Marcel Lodz, et au sein même de leur agence commune avec Paul Herbé, mais aussi avec d'autres professionnels de la construction, en particulier Jean Prouvé. Par leur approche collaborative, Baudouin et Lodz ont d'une certaine manière préfiguré une nouvelle organisation du travail des architectes qui se développera largement durant les Trente Glorieuses. Baudouin va poursuivre cette méthode lorsqu'il ouvre ses bureaux parisiens à la fin de l'année 1946. En tant que grand professionnel, il a absolument tout mis en œuvre pour rester sur le devant de la scène et faire fonctionner son agence. Sa production se caractérise ainsi par la diversité des programmes auxquels il répond, sa dispersion sur le territoire, ainsi que de nombreux maîtres d'ouvrage. À la différence de certains de ses contemporains, qui ont été particulièrement impliqués dans la construction d'ensembles de logements collectifs, Baudouin est un touche-à-tout qui essaye de diversifier son activité et c'est finalement grâce aux collaborations qu'il y parvient. Cette stratégie, elle révèle également un trait de la personnalité de l'architecte. Baudouin possède la capacité à fédérer autour de lui d'autres praticiens dans une approche pragmatique, ce qui implique qu'il doit également être en mesure de s'adapter, d'accepter des compromis et d'une certaine manière aussi de s'effacer. Le dépouillement de documents administratifs a révélé l'organisation de l'agence de 1946 à 1981. Année après année, les noms des employés, les intitulés des postes qu'ils ont occupés, ainsi que le nombre réel de mois travaillés ont été fidèlement restitués. L'agence qui se cachait derrière Baudouin a enfin pris vie à travers les noms de ses 212 collaborateurs. Les données récoltées ont été croisées avec des travaux déjà réalisés afin de restituer les profils des employés, en particulier leur parcours en tant qu'élève architecte. Et les résultats de cette étude font apparaître une réalité du monde professionnel propre aux architectes, qui était évidemment connue, mais pas encore mesurée. Il existe une porosité entre l'agence d'architecture et l'atelier des beaux-arts. Le cinquième chapitre propose d'analyser les réponses de Baudouin dans le domaine du logement collectif. Trois aspects sont abordés. Le premier s'intéresse aux parties développées à l'échelle urbaine. Le second révèle comment les bâtiments réalisés répondent aux enjeux qui se posent alors. Enfin, le dernier vise à qualifier le langage architectural que Baudouin met en œuvre pour ces nouveaux ensembles de logements. Quel que soit le maître d'ouvrage, Baudouin s'appuie sur le jardin qu'il place au centre de la composition et autour duquel sont articulés les immeubles. Cet espace dont le dessin est finement étudié par Baudouin mais qui n'est souvent pas réalisé faute de moyens, contribue à l'agrément des habitants. Il permet de contrebalancer la monotonie engendrée par la trame structurelle imposée par l'industrialisation de la construction et il devient un lieu de sociabilité. En l'absence d'équipements publics, autres que les écoles, la présence du jardin participe à la création d'une vie de quartier, tout autant qu'à l'acceptation de ces nouveaux ensembles par les habitants qui habitent les quartiers alentours. Cette conception articulée autour du jardin est couplée à un respect envers la ville existante, car Baudouin accorde une grande importance au site, à ses caractéristiques physiques, historiques, mais aussi culturelles. Les projets de l'architecte présentent des qualités intérieures indéniables et répondent à des critères hygiénistes et fonctionnalistes, mais ils ne se laissent pas enfermer par ces dernières considérations. Il se détache ainsi nettement de la rigueur des conceptions de la charte d'Athènes et il cherche à tisser des liens avec la ville existante
en retrouvant des alignements, en poursuivant des hauteurs, en proposant une variété d'implantations et en s'éloignant d'un dessin s'appuyant sur une symétrie ou une axialité de la composition. Dans les ensembles de logements collectifs, Baudouin propose une posture intermédiaire qui redonne une place à la rue et contribue à faire réapparaître un ordre fermé qui anticipe le retour à la ville de la fin des années 70. Ce lien avec la ville se ressent également dans le choix des matériaux utilisés par l'architecte. S'il paraît évident que Baudouin n'est pas un technicien en quête d'innovation comme Lodz, son apport ne se limite pas à sa maîtrise de la composition à grande échelle. Ses projets se caractérisent par la richesse des matériaux mis en œuvre, répondant souvent au contexte local. Il n'est pas un fervent défenseur du béton, mais il cherche à utiliser ce qui lui semble le plus approprié. Ces projets de logement collectif font donc preuve d'une grande cohérence. L'architecte développe un langage qui ne se veut pas spectaculaire, comme ont pu le proposer certains de ses contemporains. Il opte pour un registre rigoureux, souvent organisé par une trame remplie de panneaux préfabriqués, présentant différents types de revêtements qui étaient déjà utilisés dans plusieurs de ses opérations d'avant-guerre. Au caractère lisse du béton, euh, l'architecte préfère une certaine rugosité, crée un jeu d'ombre permettant une fois encore de lutter contre la monotonie. Le 6e chapitre met en lumière que l'architecte n'est pas uniquement un bâtisseur de logements collectifs. Il a été impliqué dans des projets embrassant 3 échelles distinctes. Ainsi, il a aménagé des quartiers dans des contextes bien différents qui soulèvent de nouveaux enjeux. Il est également l'auteur de lieux d'enseignement, de bâtiments tertiaires ainsi que de quelques maisons individuelles, en particulier sa maison secondaire qu'il aménage à Villefranche-sur-Mer, où son goût pour le jardin est nettement visible. Dans ce chapitre, j'ai souhaité pointer les difficultés auxquelles Baudouin est confronté. À partir des années 50, il subit l'augmentation de l'échelle des projets. Face à de nouveaux enjeux, à la complexité des opérations ainsi qu'à la multiplicité des acteurs, les convictions de l'architecte s'étiolent. Les qualités spatiales extérieures disparaissent au profit de la rentabilité, en particulier dans les zones à urbaniser en priorité, où sa seule alternative est finalement de varier les densités. Quant à l'aménagement de l'opération Maine-Montparnasse, sur laquelle il travaille durant 15 années, il a fait l'objet de nombreuses variantes. Certaines incluent des espaces de jardin qui ont pu être introduites par Baudouin. Le traitement de la tour ainsi que plusieurs autres immeubles de bureaux montrent que l'architecte se saisit de l'opportunité qui lui est offerte pour explorer différents registres. Les lieux d'enseignement font partie de ces programmes pour lesquels Baudouin propose une vision cohérente tout au long de sa carrière, notamment l'école de la cité Rotterdam. C'est un projet qui a été éclipsé par l'ensemble de logements, mais qui est pourtant largement inspiré de l'école de plein air. Et il va reprendre un certain nombre de principes dans d'autres projets scolaires, notamment le lycée Joffre qu'il construit à Montpellier dans les années 60. La thèse s'achève par un chapitre consacré à l'inscription professionnelle de Baudouin. Il bénéficie d'une reconnaissance qui se manifeste dans différents milieux. J'ai notamment souhaité appréhender l'architecte en tant qu'enseignant. C'est un sujet qui a déjà été étudié dans la sphère suisse, notamment par Colette Raphaël, mais je l'ai mis en perspective au regard du contexte français et de l'implication de Baudouin dans la réforme de l'enseignement à l'école des beaux-arts. J'ai également interrogé l'héritage qu'il a laissé. Au-delà de son seul titre de président de l'Union internationale des architectes, Baudouin bénéficie d'un rayonnement à l'étranger. Son expertise est sollicitée dans le domaine de l'aménagement urbain, notamment en Afrique du Sud, mais aussi au Canada. Il entretient aussi des rapports étroits avec l'Iran qui se manifestent sous différentes formes. En France, il s'insère au fil des années dans différents milieux et ses rapports avec des associations professionnelles et des instances publiques sont ainsi mis en évidence. Et enfin, ce qui m'a semblé important, c'est de m'appuyer sur les mots employés par Baudouin, qui profite des occasions qui lui sont données en tant que membre de l'Académie des beaux-arts pour porter un regard critique sur l'architecture et sur l'urbanisme de son époque, et donc sur son propre parcours. En guise de conclusion, je dirais que le prisme biographique m'a permis d'aborder de nombreux aspects de la pratique d'un architecte et urbaniste qui a œuvré durant une grande partie du XXe siècle. L'intuition que j'avais au départ que ce principe d'habiter autour d'un jardin n'était pas qu'une belle formule s'est confirmée car Baudouin a placé le jardin au cœur de nombreux de ses projets. Finalement, la thèse permet de rééquilibrer la vision du parcours de Baudouin qui était jusque-là résumé à quelques projets singuliers. J'ai eu l'occasion de proposer déjà un certain nombre de développements à travers des contributions et des articles, mais il y a encore aujourd'hui plusieurs aspects que je souhaiterais approfondir maintenant que je possède justement cette vision transversale de son parcours.
Je pense notamment aux opérations d'aménagement touristique qui constituent un objet d'étude récurrent pour Baudouin à partir des années 30. Et au-delà de Baudouin, évidemment, ce prisme biographique m'a donné envie de m'intéresser à d'autres architectes, notamment les parcours de certains de ses collaborateurs, en particulier celui de Louis de Hoym de Marien, qui est sur la photographie à droite, qui a été le premier employé de Baudouin à l'agence. Il l'a quitté en 1958, mais il a continué de collaborer pardon, avec son ancien patron, et il semble avoir poursuivi une carrière tout à fait remarquable qui entre en écho avec celle de Baudouin. Merci beaucoup.